Bonjour à tous et toutes. Bon, merci beaucoup d'être là pour cette dernière session de la conférence. Comme pour celles et ceux qui étaient présents à la plénière de ce matin, voilà, j'ai fait un petit teasing pour parler de cet atelier sur les bénéfices. C'était un peu il me semble que les organisateurs de la conférence avaient proposé ce modèle-là pour attirer un peu les gens vers les ateliers aussi. Ce matin, nous avons parlé avec Jean-Sébastien Fallu un peu des usages non problématiques de drogue, incluant donc les bénéfices possibles que les usages peuvent avoir pour les personnes. L'idée de cet atelier, c'était vraiment de faire un focus sur la notion de bénéfice, donc pas seulement usage non problématique, mais plus précisément bénéfice, avec la question de peut-on parler de bénéfice et si oui, pourquoi on le ferait. Donc peut-être je me présente, Perrine Roux, je suis chercheuse à l'INSERM en santé publique. Je dirige une équipe à Marseille, dans le laboratoire du CESTIM, une équipe qui initialement vient du VIH, donc des travaux sur le VIH. Et en fait, pour vous expliquer un peu comment j'en suis venue à travailler sur les bénéfices, c'est que j'ai été éduquée par mon ancien chef d'équipe, Bruno Spire, qui est un militant et chercheur académique de renommée, qui a travaillé sur le VIH, enfin qui travaille toujours d'ailleurs sur le VIH, puisque je suis devenue sa chef d'équipe, donc ça c'est un petit détail. Et donc Bruno m'a enseigné la recherche communautaire et participative en santé publique et les bénéfices justement de proposer ce type de recherche-là pour améliorer le savoir et les actions qu'on va proposer aux personnes concernées. Donc dans le VIH, il a contribué énormément à favoriser l'accès aux soins, à la prévention et à des soins et des préventions adaptées. Bon, on a la PrEP, on a tous ces éléments de la prévention qui ont été évalués avec les communautés, avec les associations de lutte contre le VIH. Et donc voilà, moi j'ai petit à petit développé les thématiques autour de la réduction des risques et j'ai pu, grâce à cette approche-là, l'appliquer à ce domaine et donc réaliser des études en recherche participative et communautaire. Et donc, c'est grâce à la création du réseau AREN qu'on a créé avec Pierre il y a quelques années, qui a été financé par l'IRESP, un réseau donc, académique, mais que j'ai voulu rendre communautaire avec la participation des associations d'autosupport. Donc ce réseau, vraiment, il rassemble des chercheurs et des usagers soit qui sont usagers, soit qui participent, qui sont membres d'associations nationales d'autosupport. Donc voilà, je précise que c'est vraiment autosupport et pas réduction des risques parce que voilà, on ne pouvait pas non plus dans ce réseau accueillir toutes les associations de réduction des risques. L'idée, c'était vraiment de mettre en lien les personnes qui ont un savoir expérientiel et des chercheurs qui ont un savoir académique et de pouvoir produire des connaissances et des projets de recherche en lien avec les réalités des consommateurs. Donc voilà pour cette introduction. Et donc, suite à ce réseau AREN, on a réfléchi à plusieurs reprises au travers de séminaires qu'on a organisés à Marseille depuis 4 ans. Et donc, ça a été une question prioritaire que les usagers ont souhaité mettre un peu à l'agenda de la recherche. Et donc, on a proposé de questionner les bénéfices dans nos travaux et on vous présentera un peu quelques-uns de nos résultats. Voilà. Si tu veux, peut-être Pierre, allez, tu déroules. Donc Pierre Chapard, je suis président de Psychoactif, une association de personnes utilisatrices de drogue. Et du coup, membre fondateur du réseau AREN avec Perrine. Et du coup, je vais vous parler de nous, comment, à Psychoactif, on a redécouvert la notion de bénéfice. Et donc ensuite, on l'a emmené dans le réseau AREN un petit peu plus tard. En fait, à Psychoactif, on fait des week-ends de travail où on parle de réduction des risques, de ce qu'on aimerait faire. Et c'était un week-end où on avait absolument marre d'être pris pour des risques sur pattes. C'est-à-dire que
on ne voyait la réduction des risques, ne voyait que des risques en nous. Et on s'est mis à écrire sur un tableau en disant, mais regardons aussi ce que les drogues nous apportent plutôt que les risques. Enfin, les drogues, on les prend parce que ça nous apporte quelque chose. Autour de la table, il faut le dire, il y avait plein de types de consommateurs. On ne prétend pas du tout à représenter tous les types de consommateurs, mais il faut dire qu'il y avait des consommateurs dépendants, 3-MMC, au speed, il y avait des injecteurs, voilà, il y avait tous les types de consommation, dites problématiques ou pas, récréatives ou pas. Voilà, c'est important pour la suite. Et donc, je ne vais pas vous dire tout ce qui est sorti quand on a écrit ce que les drogues nous apportaient, mais je vous ai sélectionné un petit panel pour que vous représentiez. Donc, par exemple, trouver son chemin, relativiser, remettre en question la norme, acquisition des compétences, réduire les symptômes de la maladie psychique, faire face à des situations insupportables, connaître son corps, vivre de nouvelles expériences avec sa sexualité, restaurer un équilibre, désinhibition, arriver à exprimer les sentiments, construction identitaire, découverte de discipline, ouverture d'esprit et tolérance, émancipation, plus de pouvoir d'agir. Voilà, donc, on a été déjà très étonnés de voir tous ces bénéfices pris collectivement, parce qu'on était un peu chacun dans notre coin à s'imaginer qu'on avait des bénéfices, mais là, du coup, c'était la première fois où on les mettait ensemble. Il faut dire aussi que c'est des bénéfices qui sont a posteriori et qu'on n'avait pas forcément imaginé le jour où, quand on consommait. Alors après, il y a eu la question de comment nommer, parce que là, pour l'instant, qu'est-ce qu'apportent les drogues? Du coup, il y avait plusieurs types pour les nommer. Donc, il y avait bénéfices, il y avait bienfaits, il y avait motivation à l'usage, il y avait fonction, et on s'est posé ces questions un peu sur tout. Motivation à l'usage, on s'est dit, ça va aussi avec la conscientisation. Or, les bénéfices ne sont pas forcément conscients. Fonction, c'est de la mécanique. Bon, ça peut être bien, on le verra pour certaines personnes, en plus de parler de fonction plutôt que de bénéfices. Mais en fait, ce qui est apparu frappant, c'est les bénéfices, parce que les bénéfices, ça veut dire qu'on a un gain à prendre des drogues. Et du coup, ça va complètement à l'encontre de ce que dit la société et la prohibition, où les drogues ne feraient que diminuer les gens. Donc c'est aussi une volonté de gain par rapport à la politique. Voilà. On a aussi parlé du plaisir dans cette session, et en fait, pour dire qu'en fait, c'était un piège de parler des plaisirs quand on parle des drogues. Pourquoi? Parce que les usagers sont stigmatisés par le plaisir, en fait. Ils sont vus comme des invétérables jouisseurs. Et donc, parler du plaisir, ça, à nouveau, ça ramène la stigmatisation. Donc, le plaisir, bien sûr, est contenu dans les bénéfices, mais les bénéfices, c'est beaucoup plus vaste que le plaisir. Avec cette session, on s'est dit aussi que, et ça, c'est important, que les bénéfices pouvaient aller avec toutes les personnes utilisatrices de drogue, ceux dits à problème ou ceux récréatifs. C'est ce qu'on a vu nous. Et en fait, en plus, c'est extrêmement important de ne pas recréer une catégorie où il y aurait les usagers qui ont des bénéfices et les usagers qui n'en ont pas, les bons et les mauvais. Or, en fait, si on prend des drogues, c'est que tout le monde a des bénéfices, en vrai. Même si, à cause de la prohibition, de la stigmatisation, souvent c'est caché, on les a oubliés. On a perdu le sens. Pareil, je veux dire, pour les personnes utilisatrices de drogue précaires, où on se dit oui, elles sont dans la rue, mais en fait, elles ont aussi de sacrés bénéfices à prendre des drogues. Je veux dire, ça peut être justement tenir dans la rue, ça peut être la socialisation, ça peut être oublié. Enfin, il y a aussi beaucoup de bénéfices, hein, même entre guillemets, pour ces usagers de drogue là. Alors, ça a été vraiment pour nous un grand moment ce qu'on a dit de résilience communautaire, hein, c'est-à-dire qu'on était tous chacun dans notre coin à s'imaginer qu'on avait des bénéfices. Et là, on l'a mis tout ensemble. Et du coup, ça a été un grand moment de construction. Ça nous a renforcés individuellement et collectivement. Et surtout, on est passé du statut de témoin des bénéfices de notre consommation à plutôt un groupe qui allait défendre l'utilisation des bénéfices comme dans la politique de réduction des risques.
Ah oui, autre chose par rapport aux bénéfices. Les bénéfices, ce n'est pas immédiat pour les usagers de drogue. En fait, je vous dis, tout dit le contraire. La prohibition dit qu'il ne peut pas y avoir de bénéfices. Et du coup, on était tellement contents de nous quand on a découvert ça collectivement qu'on s'est dit, après, on va aller le poster sur la plateforme Psychoactif et puis on va demander à la communauté, mais quels sont vos bénéfices? Et s'il y a eu quelques réponses, en fait, la plupart avaient perdu la conscience de leurs bénéfices. En fait, la stigmatisation, la prohibition est telle qu'en fait, on perd le sens de sa consommation, on perd la notion des bénéfices de la consommation. Donc ça veut dire que c'est tout un travail de réappropriation des bénéfices, de réappropriation du sens de la consommation qui a à faire, y compris en réduction des risques. Alors, avec tous ces concepts, ensuite, on a voulu les partager, et donc c'est là qu'on a été au réseau AREN, on a partagé avec les chercheurs, avec les autres usagers qui étaient là sur ce qu'il y avait sur les bénéfices. Ça a été vraiment, je pense, c'était presque attendu par la communauté des usagers, c'était aussi très fort pour eux. Enfin, sortir des risques, des dommages et de ce qui va mal avec les drogues. Et puis du coup, après, grâce à Perrine, on a pu faire des recherches où on a intégré les bénéfices, comme dans la recherche Checkno, on a intégré les bénéfices dans des questionnaires. Voilà, donc c'est encore un work in progress. C'est ce qu'on va présenter après. Voilà, ce qu'on va présenter après. Et la question d'après, mais c'est comment intégrer la notion de bénéfice dans le travail de réduction des risques. Et puis là, on est tombé sur l'outil balance bénéfice-risque. En fait, dans tous les domaines où il y a des risques économiques, médicaux, on parle de balance bénéfice-risque. Sauf dans le domaine des drogues, où on ne parle que des risques. Et donc, ce qu'on s'est dit, ça serait vachement intéressant de pouvoir amener cette balance bénéfice-risque aussi dans le domaine de la réduction des risques. Voilà, parce que c'est extrêmement important pour sortir de cet RDR sanitaire normé où on ne donne pas le choix aux usagers de drogue. Voilà, donc pour travailler avec un premier, en tout cas, outil pour travailler avec les bénéfices, c'est la balance bénéfice-risque. Ce que font les médecins tous les jours avec les médicaments. Mais on peut le faire aussi pour les drogues, en vrai. Ça marche aussi pour les drogues. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, quoi, dans la réduction des risques, le tabou associé à la question des bénéfices n'a pas permis de sortir de la stigmatisation des PUD. Et je dirais même plus que ça, en fait, vu que la réduction des risques, ça se limite au risque et à ce qui va mal, ça plutôt continue à enfermer les gens dans la stigmatisation. Et parler des bénéfices, ça serait aussi une manière de sortir, de lutter contre la stigmatisation et de redonner du pouvoir d'agir aux personnes usagères de drogue parce qu'on leur redonne le sens de la consommation. Le terme réduction des risques, en soi, est sujet à caution. En fait, réduction des risques, il n'y a que risque dedans. À nouveau, c'est un modèle où on va vous dire que ce qui va mal, que ce que vous prenez comme dommage, comme risque, et on ne va pas parler du risque. Et du coup, en lisant un peu la littérature, on s'est aperçu qu'on n'était pas les seuls à le penser, dis donc. Et qu'il y a des collègues, notamment en Europe, de la Correlation European Network, qui pensaient la même chose et qui même ont fait aussi un article, un peu comme on a fait avec Fabienne, sur sortons de cette réduction des risques sanitaires qui enferment les usagers, parlons des bénéfices. Et eux, ils proposent même d'aller plus loin et d'ajouter à réduction des risques, il faudrait garder, maximisation des bénéfices. Voilà. Et voir en plus consommation conscientisée, ce qui va extrêmement très bien avec, puisque, ce que je vous ai dit, les bénéfices, il faut les reconscientiser, parce qu'ils ont été perdus par les usagers. Donc en fait, ça permettrait de sortir de ce modèle uniquement sur les risques, et puis d'avoir un modèle plus global sur les bienfaits. Enfin non, c'est pas sur. Excusez-moi, sur. J'arrive plus. Voilà, excusez-moi. Un modèle centré sur le bien-être des usagers de drogue. Et voilà, et vu ce qu'on voit ici et ce qu'on voit dans la réduction des risques, c'est tout un programme. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Donc voilà, vous voyez un peu d'où a émergé cette question autour des bénéfices. Ça a été vraiment
une priorité dès les premières rencontres. Donc nous, on a essayé pour avoir une action un peu concrète rapidement après ce séminaire à Rennes. On a proposé, comme je l'ai expliqué ce matin, de greffer à notre cohorte une cohorte de personnes utilisatrices de drogue qu'on était en train de démarrer pour évaluer l'analyse de drogue en France. On s'est dit on va rajouter un module de questions pour pouvoir justement documenter les bénéfices perçus par les personnes. Donc Julio vous présentera après les résultats des premières analyses réalisées avec cette cohorte. Peut-être si je peux avoir le diaporama, s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est ce que... Ah oui, on peut passer les diapos ou pas? Pardon? Ah si, il est là. Tiens, merci. Voilà, donc j'ai juste repris les diapos de ce matin pour vous montrer, voilà, ce que je racontais, c'est que finalement il y a peu de données scientifiques qui parlent des bénéfices ou des usages fonctionnels, non problématiques. Donc on a beaucoup de littérature quand même sur le cannabis et les psychédéliques, mais c'est vraiment à visée thérapeutique. On a quelques articles en psychologie expérimentale ou en neurosciences sur les fonctions sociales des drogues, les fonctions cognitives, mais c'est vraiment très éparse et finalement, même si certains chercheurs, comme j'expliquais, Muller, donc il y a un neuropsychiatre qui a publié en 2010 et on sent à travers son article qu'il a voulu lancer une dynamique autour de la recherche sur les usages non problématiques, mais qui n'a pas vraiment prise en fait cette dynamique. L'article est complexe, mais il est vraiment intéressant, je pense, pour des neuroscientifiques ou des psychiatres. Voilà, ça pose un cadre théorique intéressant qui justifie l'importance de s'intéresser à ces usages alors il appelle ça non addictifs, mais des usages qui seraient finalement, qui n'aboutiraient pas à une dépendance. Mais après, on reparlera aussi du fait que même en ayant un trouble de l'usage, on peut également avoir des usages non problématiques. Voilà, c'était la question de Serena ce matin. Et puis les travaux, il y a eu en sciences sociales pas mal de travaux de sociologues qui se sont vraiment intéressés aux fonctions des drogues dans la trajectoire des personnes et notamment dans les cultures LGBT. La drogue comme un peu la technologie du moi, comme pour reprendre des travaux de Foucault qui racontent un peu comment certains outils peuvent devenir des technologies pour s'émanciper et améliorer son pouvoir d'agir. Et donc il y a des travaux très intéressants en sociologie sur ces questions-là de Kane Race. Donc, et voilà. Mais ça reste des travaux qui ne se connectent pas les uns aux autres et qui n'amènent pas une recherche ou une science des usages non problématiques ou voire des bénéfices. Mais voilà, les bénéfices, ça reste quelque chose de spécifique dans les usages non problématiques. Peut-être je vous raconte rapidement et après Julio il enchaînera sur les résultats de la cohorte Check Now. Donc cette cohorte Check Now, elle a démarré en 2024. Elle a inclus 1363 personnes utilisatrices de drogue, des usagers qu'on a recrutés en ligne, donc c'est une e-cohorte, donc qui a ses limites parce que ça ne permet pas de toucher des usagers non connectés, mais voilà, ça permet d'être efficace dans le recrutement et surtout de toucher des usagers invisibilisés habituellement dans les enquêtes, puisque ce n'est pas des usagers qu'on trouve dans les structures d'addictologie ou en population générale. C'est vraiment, ça va être les usagers plus ou moins récréatifs, réguliers, qui n'apparaissent nulle part dans nos études et dont on connaît peu finalement les usages et les profils. Donc on a pu, comme je vous disais, ajouter ces questions. Est-ce que j'ai la liste? On l'avait mis là, je ne sais plus. Voilà. Donc là, la liste, ça on l'a travaillé pendant le séminaire à Rennes. Tous les bénéfices que les personnes imaginent trouver avec les drogues, les effets recherchés. Et donc, ça, c'est plutôt les bénéfices un peu immédiats. Et comme disait Pierre, on s'est questionné sur mais comment ces bénéfices, on ne les conscientise pas forcément avant de consommer.
et on va les intégrer peut-être sur du long terme et de comprendre un peu l'impact que les drogues ont sur la vie des gens. Donc on s'est dit on va essayer de lister les effets à long terme, enfin les effets qu'on perçoit de la consommation passée de sa carrière d'usager de drogue en fait. Et donc il y a une liste de, alors je les vois pas là, mais sur les enjeux identitaires, sur le fait de peut-être d'avoir trouvé un travail grâce à sa conso aussi, grâce à son savoir expérientiel, d'affronter des moments dans la vie, des moments de rupture. Enfin voilà, on a pris un temps à lister tous ces bénéfices à long terme. Et donc ça, on ne vous présentera pas cette partie parce qu'on ne l'a pas encore analysée, mais Rulio vous présentera les premières analyses des bénéfices à court terme. Pardon ? Ouais. Ah, mais j'aurais pu les... Mais toi, voilà. Ah, mais tu le présentes, oui. Bah. Mais je peux... Non, mais je l'ai là. Je vais vous les... Elle en parle après. Ok, ça va. Ok, allez, super, parfait. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin dans la description de cette cohorte, puisque Julio va vous présenter les résultats, et je te laisse la parole, Julio, du coup. Voilà. Hola. Parfait. Next. Ouais, si tu me mets ma diapo juste. Après, l'idée, c'est un atelier interactif, donc si, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, et peut-être qu'on aura du temps après, mais n'hésitez pas à nous interrompre. Bonjour, moi je suis Julio Delamo, je travaille en tant que mathématicien et statisticien au CESTIM avec Perrine Roux sur la réduction des risques. Et je vais vous présenter la caractérisation des bénéfices liés à l'usage de drogue dans la cohorte Check Now. Pour vous mettre un peu en contexte, comme on sait déjà, malheureusement, les politiques françaises, plus généralement dans le monde, se centrent sur les risques et sur les complications associées à l'usage de drogue en parlant presque jamais des bénéfices. Il y a très peu d'informations dans la littérature scientifique sur les bénéfices ou les motivations à l'usage. Il y a par contre cette étude-là, Validation of the Motivational Inventory Underlying Substance Use Engagement, de Miglin de 2022, un article assez récent, qui quand même crée certaines caractéristiques, certains types de bénéfices comme emotional coping, pleasure shaking, dependence severity, etc. Donc il y a quand même certains bénéfices qui sont listés dans la littérature, mais plutôt d'une façon théorique. Et la question qui a émergé un peu lorsqu'on avait cette cohorte, c'était comment caractériser empiriquement, avec des données, avec des gens, les différents bénéfices qu'il peut avoir dans l'usage de drogue. Je vais vous présenter un peu les objectifs de Check Now. Désolé pour les personnes qui m'ont écouté dans l'atelier d'hier, ça va être un peu répétitif. Mais bon, l'objectif principal de cette cohorte, à la base, c'était d'étudier l'efficacité de l'analyse de drogue auprès des personnes utilisatrices de drogue en France, avec la réduction des événements indésirables liés à l'usage de drogue et l'amélioration des connaissances et de la capacité d'agir. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dans les objectifs secondaires, ce n'est pas l'objectif. Donc, c'est une cohorte qu'on a recueillie. Voilà, ça a commencé en novembre 2024 et les gens pouvaient remplir un questionnaire. Là, vous avez même des posters de communication qu'on a fait pour les faire plus attractifs et attirer pas mal de gens. Mais aussi, les personnes pouvaient les remplir dans les caruts comme ce que vous voyez dans l'image. On a parvenu à recruter 1363 personnes, ce qui est assez bien, c'est un bon échantillon. De ces personnes-là, la plupart ont répondu à l'enquête en ligne, mais il y a une centaine large d'individus qui, quand même, ont répondu via les caruts. Donc voilà, quand même, on a un public qui n'est pas le public typique des caruts, mais on a quand même accès à ces personnes-là. Pour vous décrire un peu le questionnaire, voilà, il y a un volet socio-démographique pour savoir c'est qui la personne qui répond. Il y a juste une partie sur les bénéfices recherchés, dont logiquement je vais approfondir plus tard,
sur les effets secondaires et les consommations des substances, ce qui aura aussi une importance après dans la présentation, des données de santé générale. Ça, c'est le General Self-Efficacy Scale, que c'est une mesure pour mesurer l'empowerment des individus. Un peu, en français, ça serait la capacité à agir, je pense, non? À peu près. Sur si les individus se renseignaient sur les drogues avant de la consommer, ou bon, s'ils se renseignaient sur les drogues en général. Et il y avait logiquement un volet sur l'analyse de drogue, tenant compte que l'enquête, elle parle de ça. Bon, pour vous décrire un peu vite fait la cohorte, on est dans un échantillon, comme j'ai dit, de 1363 individus. On voit que la médiane d'âge est de 27 ans, donc on est face à un public assez jeune. On voit que la majorité, ce sont des hommes, mais quand même, il y a des femmes et des personnes trans et non-binaires. Il y a une forte présence de la communauté LGBT+. Et quand même, on est face à des personnes qui sont assez insérées. La plupart ont un logement stable et plus de la moitié sont en emploi. Donc, nous pouvons voir que quand même, ce n'est pas la typique population qui fréquente des carudes. Qu'on pourrait imaginer, c'est des usagers de drogue plus intégrés, on va dire. Pour les bénéfices recherchés, ça c'est la question qui est clé pour notre analyse. Donc je vais vous les lister pour les personnes. Vous voyez bien? Oui? Non? Peut-être? Bon, je vais vous les lister quand même. Il y a gestion, augmentation de la concentration, gestion, diminution de la fatigue, gestion ou diminution de l'angoisse ou de l'anxiété, de l'estress, gestion ou diminution de la douleur physique, gestion ou diminution des symptômes tels que des hallucinations, facilitation des rapports sociaux, évitement de symptômes de sévrage, modification des sens, modification de l'état de conscience, accès à des sensations agréables, convivialité, bénéfices sur le rythme ou la qualité du sommeil, bénéfices sur l'appétit, arrêt ou diminution d'autres substances psychoactives, amélioration de la sexualité, amélioration des performances intellectuelles, aussi amélioration des performances physiques, accès à un sentiment de communion avec les autres et amélioration de la confiance en soi. Ça, je ne l'ai pas dit, mais bon, le questionnaire CheckNow, comme toutes les études qu'on fait au STEAM, on l'a fait, c'est une étude de recherche communautaire. Donc, cette liste-là des bénéfices, elle a été pensée avec des associations d'autosupport. Donc, ce n'est pas juste des chercheurs qui ont lancé des bénéfices, mais c'est vraiment co-construit avec des personnes usagères de drogue. Ça, c'est important de le remarquer. Et c'était des questions à choix multiples. Ça veut dire que les personnes pouvaient choisir un, mais aussi pouvaient choisir tous les éléments qu'elles en voulaient. Pour la méthodologie que j'ai fait pour l'étude, je vais essayer de vous décrire. J'ai utilisé le Structural Equation Modeling ou modèle d'équation structurelle, que c'est un modèle mathématique qui, je ne vais pas m'attarder sur les points théoriques parce que ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais bon, ça nous permet de créer des classes latentes en fonction des corrélations des réponses des individus. C'est-à-dire, pour mettre un peu comme exemple, là nous voyons que les personnes qui ont répondu, qui consommaient pour gérer leur anxiété, on voit qu'il y a 200 personnes qui ont répondu oui à ça et qui ont répondu non à stress. Mais la plupart des personnes qui ont répondu qu'ils consommaient des drogues pour gérer leur anxiété, plus de la moitié ils consommaient aussi pour gérer le stress. Et vice-versa, des gens qui consommaient pour gérer le stress, nous voyons qu'une énorme majorité consommait aussi pour l'anxiété. Donc, il y a une très très forte corrélation, ça c'est juste un exemple, entre les personnes qui consomment pour gérer l'anxiété et pour gérer le stress. Donc, on a pu les mettre dans une même famille qu'on a appelée gestion émotionnelle. Je ne sais pas si c'est à peu près clair parce que oui. Ouais, apparemment. Oh. Tu expliqueras avec les autres. Ouais. Donc, voilà, après ces variables. Une question. Non, c'était les gens qui avaient répondu juste pour gestion-diminution de l'anxiété. Et normalement, les gens qui ont répondu à cette question, ils ont répondu aussi à diminution du stress. Donc, on les a mis dans ce qu'on appelle une classe latente, que c'est comme une famille qui regroupe plusieurs variables.
Vous allez le voir mieux dans cet exemple-là, que c'est ce que Perrine a un peu avancé ce matin dans la plénière. Et nous avons sorti 3 classes latentes, celle que je vous ai dit de la gestion émotionnelle. Après, une classe thérapeutique, c'est les gens qui consomment pour la douleur physique, pour les symptômes de sévrage, pour le sommeil, pour des bénéfices d'alimentation ou pour essayer d'arrêter autre substance. Peut-être juste Julio, parce que classe latente, je pense que ça ne parle pas aux gens, Oui, mais c'est famille. juste de dire qu'en fait, ce modèle, ça permet d'identifier des catégories de bénéfices. Quoi. Voilà. Oui, exactement. Donc, l'autre catégorie, ça pourrait être recherche de plaisir, où nous avons les gens qui cherchent à consommer pour de la modification des sens, modification de l'état de conscience, qui recherchent des sensations agréables, un sentiment de communion et convivialité. Là, nous avons performance cognitive, que c'est les gens qui recherchent comme bénéfice une meilleure concentration, une performance intellectuelle. Et finalement, là, à droite, nous avons performance sociale, que c'est les gens qui consomment pour la fatigue, pour la confiance en soi et pour les rapports sociaux. Un peu l'innovation de ça, entre guillemets, c'est que les familles là, c'est pas le chercheur qu'on les a construits, mais c'est en fonction des réponses des individus. Donc, même si c'est des familles qui font du sens et qui sont à peu près les familles qui étaient déjà dans la littérature scientifique, ça en fait c'est juste empirique. Ça veut dire que les personnes qui consomment pour de la douleur physique, par exemple, c'est plus probable qu'elles consomment aussi pour les 4 autres raisons, pour les 4 autres bénéfices. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une démonstration empirique que les catégories de bénéfices qui étaient listées déjà dans la littérature, elles existent et elles sont bien présentes dans les individus. Aussi, un truc qui est bien du modèle là que je vous ai dit d'équation structurelle, c'est qu'on peut ajouter des variables exogènes, des variables qui ne sont pas des bénéfices, d'autres variables du questionnaire, à chaque famille, à chaque classe latente. Par exemple, nous voyons que les personnes qui consomment pour des raisons thérapeutiques ont un score d'auto-efficacité faible. L'échelle dont je vous ai parlé avant de l'empowerment, c'est des personnes qui ont eu déjà des problèmes avec de la justice et qui ont allé en consultation d'addiction. Pour le profil là de performance cognitive, nous voyons qu'il y a une plus grande prévalence des personnes trans et non-binaires et des personnes issues de la communauté LGBT+, et aussi que les gens allaient plus fréquemment en consultation d'addictologie. Pour la gestion émotionnelle, c'était des gens qui ont aussi un score d'efficacité faible et qui ont allé dans des consultations d'addiction. Et là, nous arrivons à les 2 dernières catégories où les gens n'ont pas eu recours ou ont eu moins recours à des consultations d'addiction, que c'est la performance sociale, ou quand même ce sont un public un peu plus jeune, avec quand même un score d'efficacité faible et bon, une plus grande prévalence de la population LGBT+. Et la dernière catégorie, que c'est recherche de plaisir, où les personnes, c'est l'unique catégorie où les personnes elles ont un score d'auto-efficacité élevé. Ça veut dire que ce sont des usagers qui ont plus d'empowerment, qui sont un peu plus en sensation de maîtrise d'eux-mêmes, pour le dire d'une certaine façon, non, à peu près. Et ce sont des usagers jeunes qui ont une consommation d'alcool élevée, voire moyenne, bon, plus élevée que l'échantillon en moyenne, et qui sont aussi majoritairement issus de la communauté LGBT+. Je veux que vous vous rappeliez de ça, que cette catégorie-là, c'est l'unique qui a un score d'efficacité élevé, parce qu'on va revenir à ça plus tard. Et aussi, dans cette analyse de classe latente, ce que l'on peut faire, c'est mettre en relation chaque bénéfice, chaque famille de bénéfices, avec des familles de drogue et d'effets secondaires que j'avais créés en utilisant le même modèle. Par exemple, là, je ne l'ai pas détaillé parce que sinon, ça aurait été extrêmement chaotique, mais la catégorie de psychodéliques, par exemple, elle englobe la kétamine et les psychodéliques. La catégorie des stimulants, c'est la cocaïne, le speed, je crois, et d'autres substances, le MDMA et l'ecstasy. Et bon, vous pouvez vous faire une idée du reste des familles. Nous voyons que les gens qui consomment pour de la gestion émotionnelle, ils iront plutôt vers des drogues que c'est opiacés et cocaïne, c'est-à-dire crack, cocaïne, héroïne et d'autres opiacés.
Tandis qu'ils iront moins, ça c'est un trait rouge, je ne sais pas si on le voit très bien, mais bon, ça veut dire qu'il y a une corrélation négative. Donc, les gens qui consomment pour la gestion émotionnelle, pour l'anxiété, le stress, ils vont se tourner plus vers du crack, vers de l'héroïne, vers les opiacés que vers des stimulants, ce qui a du sens. Et peut-être ça va être plutôt corrélé avec un effet secondaire que c'est des effets dans la santé mentale. Pour la performance sociale, par exemple, nous voyons que ces personnes-là ont plutôt recours aux stimulants, même si elles ont aussi recours à la famille d'opiacés, cocaïne et un peu aux psychodéliques. Et quand même c'est associé avec des effets aussi dans la santé mentale et des problèmes physiques, des effets aigus aussi en moindre mesure. La catégorie là, de recherche de plaisir, elle est très corrélée avec les stimulants et surtout avec les psychodéliques, avec un lien aussi négatif très intéressant avec la catégorie là, des opiacés, de crack, de l'héroïne, etc. Le profil thérapeutique, par contre, c'est un profil qui consomme plutôt cette famille-là d'opiacés, cocaïne pour calmer la douleur, pour les symptômes de sevrage, etc. Tandis qu'il y a une corrélation négative, même si c'est faible, avec les psychodéliques. Et les gens-là qui consomment pour la performance cognitive, ça a une forte corrélation avec les opiacés et la cocaïne à nouveau, avec une plus faible corrélation de la famille de NPS et dérivés avec les catinones, les recherches chimiques et les nouveaux produits de synthèse, et avec les psychodéliques aussi. Donc, en fait, ce mot... Oui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on a le temps d'échanger sur ça, et nous c'est tout préliminaire. Oui, moi je me questionne sur déjà les effets secondaires, parce que voilà, pour moi, effet aigu, c'est extrêmement large, et donc voilà, ça me paraît pas suffisamment précis, mais je voulais vous entendre là-dessus. Et la distinction entre effets de santé mentale et distorsion psychique, pourquoi ils sont séparés, du coup, qu'est-ce qui était entendu dans chaque? Et je suis juste étonnée aussi qu'il n'y ait pas d'effet aigu qui soit corrélé avec les opiacés et la cocaïne. Ça n'a pas été... Merci beaucoup. En fait, oui, il y a des résultats un peu surprenants sur les effets secondaires. Mais oui, quand j'ai vu que ce n'est pas corrélé avec les opiacés et la cocaïne, ça m'a quand même surpris parce que les effets aigus, c'est un peu les effets un peu plus physiques qu'on peut voir dans des usages d'héroïne, mais ils ne sont pas corrélés. Et en fait, les 4 familles-là, elles ont été créées un peu comme à la manière des bénéfices. Après, oui, par le modèle-là, je n'ai pas mis chaque item parce que sinon, ça allait être une surcharge cognitive pas possible pour un vendredi. Donc, les effets, les distorsions psychiques, c'était plutôt des choses comme paranoïa, bad trip et tout, que logiquement on peut associer par exemple aux psychodéliques. Tandis que des effets de santé mentale, que là par exemple ils sont plutôt associés aux stimulants, à une performance sociale, c'est plutôt irritabilité, une humeur un peu dépressive, c'est-à-dire des effets sur l'humour, mais pas des effets, comment dire, distorsion psychique, des effets mentaux aigus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et juste pour préciser sur les effets sévères, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les catégories. Effectivement, c'est étonnant. Le lien, les effets aigus, pardon. Et donc, en fait, cette manière-là de penser les bénéfices, ça peut juste, comment dire, éliminer un peu la dualité de drogue, effet secondaire, et ajouter peut-être une nouvelle dimension qui sont les bénéfices, qui nous permettra de mieux penser les drogues et de dire, voilà, il n'y a pas juste cette drogue-là qui provoque cet effet secondaire-là, mais peut-être... cette drogue-là, si vous la prenez pour un bénéfice en particulier, ça peut apporter quelque chose. Si vous la prenez par cet autre effet, ça peut donner d'autres choses. Donc voilà, ça ajoute une nouvelle dimension et un nouveau paradigme, à mon avis, pour penser les bénéfices. Bon, je vais parler de la prévalence des différents bénéfices parce qu'on a eu des résultats assez intéressants. Comme vous voyez là, cette catégorie dont je vous ai parlé de recherche de plaisir, des gens qui étaient empowerment, des gens qui n'avaient pas des problèmes nécessairement de consultation d'addictologie, nous voyons que c'est clairement la catégorie la plus présente, avec les 4 uniques items qui sont à plus de 50%
des gens qui l'ont renseigné. Logiquement, les pourcentages s'additionnent pas 100% parce que c'était des questions à choix multiples. Donc, les gens pouvaient cocher tous les items qu'ils voulaient. Après, nous voyons que les catégories de gestion émotionnelle et performance sociale, elles sont quand même assez présentes avec quand même plus d'un tiers des répondants pour chacun des items. Et nous voyons que là, il y a quand même une différence assez marquante entre le 35% et le 20% des individus qui étaient quand même pour des effets thérapeutiques ou de la performance cognitive. Donc nous voyons quand même qu'il y a une espèce de gradient entre la recherche de plaisir, que c'est la motivation principale, suivi un peu par gestion émotionnelle et performance sociale qui reste quand même assez populaire, et les effets thérapeutiques et de performance cognitive qui restent relativement marginales. Après, peut-être, logiquement, si on aurait une population qui soit plus issue des CARUD, peut-être les effets thérapeutiques ils seront plus marqués, mais dans notre population qui est plus représentative en fait de la population française qui consomme des drogues, ça c'est un peu la réalité que nous avons observée. Après, il y a 3 items qui n'ont pas pu rentrer dans le modèle, ou bien parce qu'il y a une faible corrélation avec le reste, comme amélioration de la sexualité, ou parce qu'il y a très peu de gens qui ont répondu, donc on n'a pas pu les mettre dans des classes latentes pour des raisons statistiques que je ne vais pas m'attendre à expliquer maintenant. Mais voilà, ça c'est un peu le tableau. Et en guise de conclusion, cette analyse empirique des bénéfices est en accord avec les classes, avec un peu les familles de bénéfices qui ont été déjà listées dans la littérature existante de façon théorique. Donc on voit que par la première fois, au moins à mon avis, ça a été confirmé empiriquement qu'il y a certaines catégories de bénéfices et que ça coïncide. En fait, il y a des différents profils sociodémographiques en fonction des bénéfices. Aussi, les différentes substances et effets secondaires, ils varient en fonction des bénéfices. Encore plus que par rapport aux drogues, c'est-à-dire que c'est une dimension qu'il faut surtout tenir en compte, surtout si on veut minimiser les effets secondaires ou au moins essayer de les prévenir. Ce n'est pas seulement quelle drogue vous consommez, mais c'est aussi pourquoi vous le consommez, quelle est la motivation. Et ça, c'est presque aussi important, voire aussi important que la drogue consommée. Et finalement, que les bénéfices les plus recherchés sont la recherche de plaisir, après suivi par la gestion émotionnelle et la performance sociale. Donc voilà, merci pour votre attention et j'aimerais quand même... J'aimerais juste dire si on peut aller vers un changement de paradigme dans la façon d'aborder les bénéfices. Merci beaucoup. Question. Nick. Thank you. Excellent. Thank you. Wonderful. Merci, c'est excellent. Est-ce que parfois, il y a des items que vous avez éliminés parce qu'il y avait trop de corrélation avec d'autres items sur les 19 ou 20 questions? Il y a 19 ou 20 items. Est-ce que vous avez fait une analyse de tout cela? Certaines sont tellement corrélées qu'elles ont été éliminées. L'autre chose, c'est que les effets de toutes les drogues, ce n'est pas seulement la drogue, ce n'est pas seulement l'individu, mais le contexte social qui change tout le temps. Et c'est une réponse oui-non. Est-ce que vous avez pensé éventuellement, pas forcément à un oui-non, mais à jamais, quelquefois, toujours, etc. Ce qui traduirait le fait que je peux utiliser un médicament, enfin une substance et avoir un certain bénéfice maintenant, mais si demain matin j'utilise la même drogue, ça sera peut-être un désastre parce que je dois aller travailler. Est-ce que vous avez réfléchi à cette possibilité? Pas d'avoir une réponse oui-non. Et si ça s'est changé, je pense que ça changerait l'analyse suivante. Oui, merci pour votre question. En fait, en gris, c'était pas pour ces deux, c'était pour les effets qu'on ne pouvait pas classer dans une catégorie et l'autre était un peu isolé. Donc ça ne correspondait pas au modèle, mais pour
plutôt que d'avoir une réponse binaire plutôt qu'une échelle, je pense que ce serait plus riche, mais je crois que les catégories ne se déplaceraient pas autant parce que ça serait comme, comment dire, ce n'est pas une analyse précise, mais on a suffisamment de personnes. On a 1300 personnes. Donc, on peut utiliser la force brute et, à mon avis, avoir des résultats assez bons et assez cohérents. Peut-être certaines choses changeraient avec une autre échelle, mais je crois que les familles resteraient plus ou moins les mêmes, à mon avis. Mais c'est une très bonne question. Merci. Et quelle est la temporalité? Est-ce que c'est la dernière semaine d'usage, le dernier mois d'usage de substances? Parce que, à mon expérience, les substances que j'utilisais il y a 2 ans donnent lieu à une expérience qui est très différente par rapport à ce que je fais maintenant. C'est la semaine? Alors, on parlait de habituellement. On n'a pas trop expliqué. C'est probablement le présent parce qu'il y a des barrières par rapport au temps, mais on ne l'a pas spécifié. Les mêmes questions chez les soignants, parce que là, on a le point de vue des personnes qui, on a fait des relations, tu as trouvé des relations entre gestion émotionnelle et la consommation. Ce serait intéressant de poser la question aux soignants, comment eux voient l'intérêt de tel produit ou de tel... comment... Et je pense qu'on aura vraiment des différences, et ce serait intéressant de... Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Hein, voilà, de voir les soignants qui accompagnent ces personnes, comment eux voient la gestion du stress, la gestion de... Voilà. Enfin, je sais pas, je pose la question. C'est sûr que l'hypothèse, c'est que ce sera très discordant. Ouais. Ça permettrait d'autant plus de pouvoir confronter les différentes formes de représentation et donc de diminuer le gap entre les deux et de manière empirique de pouvoir le... Parce que je trouve en effet tout ce modèle est hyper intéressant d'être parti du terrain pour essayer de remodéliser. Moi j'avais une question mais c'est en lien avec la première présentation. Voilà, moi je suis soignante, on va dire, donc médecin généraliste addictologue et chercheuse aussi. Et oui, déjà, merci beaucoup pour le site Psychoactif, parce qu'en tant que soignant, je l'utilise aussi beaucoup et il me donne accès à beaucoup de savoirs expérientiels. Donc voilà, c'est très utile, et depuis la Belgique aussi. Mais comment vous envisagez ce changement de paradigme sur réduction des risques versus un abord beaucoup plus... voilà, rapport aux bénéfices, etc., concrètement dans l'avenir Ouais, enfin, on en est encore au début, hein, on réfléchit en avançant. Enfin, on en est vraiment au tout début, quoi, mais voilà, pour l'instant, on n'est pas les seuls. On voit qu'en Europe ou en France, il y a beaucoup qui commencent à inclure la notion des bénéfices. Donc on se dit qu'il y a vraiment quelque chose là, mais après, on est dans un... Quand même, il faut dire aussi qu'on est dans un état prohibitionniste. Les bénéfices, ils ne connaissent pas. La recherche, on a eu de la chance là aussi de mettre les bénéfices, parce que sinon la recherche, les bénéfices, ils ne mettent jamais la recherche. La recherche est financée par les États. Donc la recherche sur les bénéfices. Donc en fait, tout ça pour ça, j'ai pas de réponse. Tout ça pour vous dire, j'ai pas de réponse. Mais en tout cas, la première chose, je pense, c'est d'éduquer les usagers, c'est ce qu'on fait sur Psychoactif, à conscientiser leurs bénéfices et à redonner du sens à leur consommation. Ce qu'on voit, nous, les dégâts de la stigmatisation et de la prohibition, c'est que ça enlève le sens de la consommation. Et, voilà, et ça met dans des prophéties autoréalisatrices, quoi. Voilà. Donc, mais on n'en est qu'au début, essayer de trouver des outils, quoi. Moi, je rajouterais juste par rapport à ça, parce que tu parlais des usagers, mais il faut parler en fait des soignants, justement, et des gens qui travaillent en addictologie ou autres. Il faut qu'il y ait une acculturation de ces idées-là. Il y a des centres et des endroits où les gens sont comme ça, les soignants sont comme ça, les accompagnants, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Donc je pense que ça, c'est hyper important, et dans la formation et aussi dans les transmissions qu'on peut faire, nous, dans les endroits où on travaille. C'est ça que ça aussi, c'est important pour qu'il y ait moins de gap, justement. Oui, mais en effet, ça passe déjà dans les enseignements du rapport à la consommation et en effet dans une perspective tout à fait autre. Mais je pense que clairement, dans cette optique-là,
certainement vous avez ça en tête, mais on va limiter le treatment gap, quoi, dans une approche à la fois du côté des personnes qui consomment et des soignants qui auront une perspective tout à fait différente. Donc voilà, en termes de santé publique aussi, c'est essentiel. Oui. Et peut-être avant de laisser la parole à Muriel qui va nous parler de sa pratique clinique et des bénéfices dans la clinique en addictologie, je voulais juste vous partager avec vous un article qu'on a publié il y a très longtemps, mais qui concerne l'alcool et en rapport avec la question de Fadi sur la discordance entre la perception du médecin et du patient. On avait comparé la consommation d'alcool chez des patients VIH et hépatite, enfin c'était en lien avec VIH, hépatite, la consommation déclarée par le patient et déclarée par le médecin. On avait demandé au médecin, selon vous, quelle est la conso de votre patient. Et en fait, les données étaient concordantes quand il s'agissait d'un médecin VIH, en fait, parce que c'était des médecins qui avaient été acculturés à la recherche communautaire, aux enjeux, et qui savaient parler à leurs patients, et le patient déclarait plus facilement leur conso d'alcool, en fait. Donc voilà, il y a tout un travail à faire d'éducation auprès des soignants, ça semble évident. Et les recherches, pour nous, là, c'est aussi un moyen d'éduquer et de conscientiser l'usager. Parce que du coup, ils voient les bénéfices, ils se disent « Ah, il peut y avoir des bénéfices ». Donc c'est aussi un moyen de communiquer avec ces usagers sur « Il peut y avoir des bénéfices », ces recherches-là. C'est aussi des outils de... Ouais. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et de parler de cette façon-là, en fait, l'accompagnement. Donc voilà, moi je suis Muriel Grégoire, je suis psychiatre et addictologue. Je suis responsable d'un XAPA à Aix-en-Provence. Je travaille assez longtemps aussi à Paris. Et j'ai une consultation aussi sur Marseille sur la question du chemsex depuis quelques années, depuis de nombreuses années même. Donc ici, voilà, donc j'ai quand même parlé de ma place effectivement de médecin, de psychiatre addictologue. Et moi, je vais aussi aborder aussi une autre partie. Donc, d'aborder ici en public la question de la consommation de produits psychoactifs sous le prisme donc, des bénéfices. Donc, il y a déjà longtemps, moi, quand j'ai commencé à faire mes études, je suis arrivée, on parlait, alors je ne sais pas si ça faisait longtemps ou pas, mais je ne crois pas, on parlait des usages, dont on n'entend plus d'ailleurs beaucoup parler comme ça, les usages récréatifs, les usages simples, les abus, et jusqu'à la défense, j'avais une espèce de hiérarchie comme ça, et qui était assez intéressante parce que c'était assez novateur, parce que ça permettait de parler d'abord plutôt du côté de l'usager, et puis aussi on avait une vision moins sanitaire et moins pathologique de l'usage. Alors moi je suis arrivée, c'était déjà la dictologie, mais peu de temps avant c'était quand même la toxicomanie. Donc la dictologie qui permettait de déstigmatiser l'usage des produits, on va dire, illégaux. Bon, ça n'a pas complètement fonctionné, mais voilà. Oui. Donc je me souviens aussi quand je suis arrivée, moi j'ai travaillé à Marmottan pendant 11 ans, donc à Paris, et c'est vrai que la première définition qu'on m'a donnée là-bas de l'addiction, c'était, alors pas le DSM, pas tout ça, c'était le sentiment subjectif d'aliénation. Je trouvais très intéressant comme vision, puisque ça donnait quand même l'idée que ça paraît de la personne qui consomme et non pas forcément de la vision du soignant qui dit « toi tu es addict, toi tu es dépendant, toi tu as un problème ». Même si nous, en tant qu'accompagnants, on peut voir effectivement qu'il y a des fois des conséquences, on a notre sentiment aussi, mais le sentiment de la personne est quand même primordial. En tout cas, donc je reparle de la clinique, c'est vrai que moi, toujours eu l'impression en fait, de parler des bénéfices dans les consultations, je parlais aussi j'utilisais aussi ce terme-là, de fonction de l'usage ou de la pratique. C'est aussi comme ça peut-être qu'on m'a appris, c'est-à-dire qu'est-ce que fait le produit, à quoi ça sert, quel usage vous en faites et surtout qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous amène. C'est une des premières questions souvent qu'on pose, en tout cas en entretien, que je continue à poser, et les internes qu'on a, c'est ça aussi que je leur dis, c'est qu'il faut interroger, c'est pas... Alors des fois les usagers c'est assez rigolo parce qu'ils disent la cocaïne ça fait ça. Je dis pas ça fait ça, c'est vous, ça vous fait quoi? Parce qu'effectivement en fonction du moment de vie ça va pas faire le même effet déjà. Et puis ça dépend de quelle personnalité on a, est-ce qu'on a un TDAH, est-ce qu'on a je sais pas quoi, tout ça, ça change aussi les effets ressentis et les bénéfices ressentis. Ça nous permet en tout cas de comprendre ce qui pousse un usager évidemment à consommer, à recommencer, voire parfois à développer une addiction. Après, l'expérimentation et même l'usage des fois régulier, ça ne présage pas d'une addiction non plus.
On sait, tu avais donné je ne sais pas si c'était ce matin ou là, le pourcentage de personnes à peu près, donc entre 10 à 30%, 20% des personnes qui vont consommer sont à risque d'addiction, ou alors ont des usages problématiques. Alors après, ça sera intéressant aussi de redéfinir la question de la notion de problématique. Il y avait d'ailleurs des travaux assez nombreux sur assez anciens d'ailleurs, sur les potentiels addictogènes des produits, des drogues. C'est assez intéressant aussi. La cigarette, 50% par exemple, je me souviens. L'héroïne, c'était entre 20 et 30, donc c'est pas parce qu'on prend un rail d'héroïne un jour qu'on va devenir voilà, junkie dans la rue avec une. Voilà, c'est tout ça, c'est des choses aussi très intéressantes à avoir en tête. Moi, j'avais tendance à constater avec l'expérience aussi que plus le produit avait une fonction autothérapeutique, automédicamenteuse, plus il y avait un risque d'addiction. Mais encore une fois, je te rejoins là, le risque d'addiction ne veut pas forcément toujours dire problématique. Voilà, sauf qu'effectivement, on a des produits qui même s'ils ne sont pas consommés de manière abusive, dans le temps, ils ont des conséquences. Et ça, on peut pas nier. Et d'où aussi, par exemple, l'idée de faire de la prévention ou de la réduction des risques, c'est aussi ça. C'est pas juste pour parler des risques, mais c'est aussi pour permettre aux gens, s'ils ont besoin ou envie de continuer de le faire, mais avec le moins, on va dire, de risques possible. Il y a aussi cette question. Alors, je vais prendre des exemples juste simples, par exemple du plaisir, même si effectivement je vois ce que tu viens, Pierre, de ce que tu disais. Bon, si on a du plaisir habituellement dans la vie de tous les jours, ok, et puis on prend un produit, je sais pas moi, de l'alcool, on va prendre de la cocaïne pour certains, ou du LSD pour d'autres, on ressent ce jour-là un plaisir plus fort. Plaisir plus fort qui vous amène une certaine euphorie, etc. Je ne vais pas développer là-dessus. On peut avoir envie forcément d'y retourner, c'est humain. Je pense que chaque humain fonctionne comme ça, c'est rien d'anormal là-dedans ou de pathologique. Après, si dans la vie vous ressentez peu de plaisir, alors parce que peut-être vous êtes déprimé, je ne sais, ou si vous avez envie d'y retourner un peu plus souvent, surtout si le seul moyen d'arriver à du plaisir, c'est par ce biais-là. C'est là où d'ailleurs dans le travail thérapeutique, on peut proposer ou essayer de voir avec les personnes s'il n'y a pas d'autres façons de trouver du plaisir. Pas pour enlever celui-ci, mais pour qu'il ne prenne pas toute la place, en fait. Pareil, je me souviens d'une situation, c'était un de mes premières personnes que j'avais suivies. Il avait pris un ecstasy, c'est la première fois de sa vie, c'est pas un consommateur, et il avait eu un plaisir tellement intense, je dirais même extatique, que ça avait fait une effraction traumatique chez lui, mais réellement. Et donc au niveau psychique, en fait, ça l'avait complètement remué. Alors, c'est vrai qu'il était venu marmottant alors qu'il n'avait pas de problème d'addiction, en fait, mais il ne savait pas où aller. Il était allé dans un CMP, ça ne fonctionnait pas. Un psy en ville, il ne comprenait pas l'usage de ce que faisait le MDMA, etc. Donc, il est arrivé finalement à Marmottan pour travailler sur cette question. Ça a pris un peu de temps, mais donc c'est d'autres situations aussi. Juste la question du risque addictif, moi c'est vrai, c'est la question aussi du triptyque. Hein, c'est une personne dans un contexte, c'est toujours important le contexte social dans lequel on évolue. C'est primordial. De toute façon, on n'est pas un individu tout seul dans une petite chambre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et avec des produits particuliers. Là, c'est pareil. Une même personne peut rencontrer le même produit, mais à un autre moment de sa vie, il ne va pas ressentir les mêmes bénéfices, ou il ne va pas rechercher les mêmes bénéfices, ou même il ne va pas ressentir les mêmes ou avoir les mêmes risques. Et c'est vrai que sur l'histoire de la conscientisation, notamment des effets, des bénéfices, ou même d'ailleurs des effets, on peut dire, néfastes, c'est rare que ça arrive tout de suite. C'est quelque chose qui va prendre des fois même quelques années. Après, des fois, c'est pas très important de les faire, mais des fois, oui. Donc moi, quand je suis arrivée, c'était en 2002, la première fois, donc j'étais en 2e année d'internat. Donc j'arrive à Marmottan, il n'y avait plus beaucoup d'héroïne, il y avait pas mal de gens sous TSO. Il y avait encore donc avec, effectivement, on voit aussi l'action des TSO, qui est plutôt antidépressive aussi, qui est anxiolytique, qui peut être parfois antipsychotique. Donc il y a une vraie fonction, là, il y a un vrai bénéfice aussi sur les TSO. Et on se rend compte d'ailleurs en interrogeant les personnes, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pris l'héroïne par exemple, et on se rend compte que certains, ça leur a permis, en fait, pendant des années, de ne pas sombrer dans la psychose, de pouvoir être présent aux autres, ou alors de contrer une dépression, parce que tout le monde n'avait pas accès, alors un peu plus maintenant, mais encore moins avant, à du soin, et puis tout le monde n'a pas envie d'aller voir un psychiatre ou un médecin pour avoir un antidépresseur qui n'est pas toujours très efficace en plus. On pouvait imaginer que l'héroïne avait comme un effet comme ça de colmatage un peu de certaines brisures, certaines souffrances. J'avais été très intéressée je reparle de Marmottan, cette préparation m'a fait beaucoup penser à mes débuts en addicto, mais c'est vrai qu'il y avait des concepts qui étaient quand même assez, notamment les concepts de Marc Valeur sur les conduites ordaliques,
quand il vous l'explique, comment c'est venu en tête de développer cette idée-là, c'est qu'il disait, en fait, on voyait des gens qui, certes, faisaient des OD, mais en les écoutant, on se disait, mais ils ne veulent pas se suicider, ils veulent pas. Alors oui, forcément, il y a des gens, il y a toujours, qui peuvent avoir des comportements autodestructeurs, parfois suicidaires, mais ce n'est pas la majorité, en fait. Donc il y avait quelque chose de l'ordre, donc il y avait une vision plus, enfin, je vais dire positive, en tout cas plus vivante de l'usage, et même des prises de risque, d'ailleurs, à ce moment-là. Je pense que c'est hyper important quand on reçoit quelqu'un de se dire non, il n'est pas là en train de vouloir se suicider, il y a autre chose qui se passe, quoi. Et en fait, au contraire, il a peut-être envie de vivre et de ressentir les choses un peu autrement. J'ai envie de prendre aussi l'exemple de la teuf, parce que j'avais une autre casquette avant même de faire mon premier stage en addictologie. J'ai été médecin bénévole à la Mission Rêve dans les années 2000, pendant plusieurs années. Je suis arrivée là parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, en fait, je viens de ce milieu. Moi, c'était un milieu que je connaissais avant d'être interne en psychiatrie. Et quelqu'un m'a dit, ça serait bien que tu viennes, tu veux pas venir faire un peu de bénévolat là-bas, voir un peu... voilà. Donc c'est vrai que c'était des missions qui étaient communautaires pour moi et aussi du côté de la psy. Alors, majoritairement, donc, je vois Fabrice et représentant de Technoplus. Il y avait souvent Médecins du Monde, Technoplus d'ailleurs n'était jamais très, très loin. Vision autosupport, nous plus médicalisés, mais finalement la plupart des gens qui étaient bénévoles à Médecins du Monde venaient aussi du milieu, donc, ou alors il y avait une forte acculturation et qui permettait, je pense, une approche très intéressante et ouverte. Et la plupart des choses qu'on faisait là-bas, c'était quand même plutôt de la bobologie, pas mal quelqueusement des gestions de bad trip, mais qui se faisaient la plupart du temps de manière assez simple. Quelquefois, il y a eu des situations plus complexes où il a fallu donner un petit Valium. Et très, 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 très rarement, on a dû faire évacuer les gens. Mais en tout cas, moi, j'y suis allée quand même assez souvent. Je vois Bertrand, c'est arrivé très rarement. Et puis, qu'est-ce que les gens ils viennent faire en teuf? Ils viennent trouver du plaisir, ils viennent faire la fête, ils viennent danser, ils viennent se retrouver. C'est pour ça que là, on voit actuellement... ce qui est dit sur la teuf, les actions policières, judiciaires... sont juste assez hallucinantes. J'ai envie de dire aux gens, mais allez voir un petit peu ce qui se passe. Et puis après, peut-être on en reparlera. Ça serait bien d'aller... c'est vrai que d'être au cœur des choses, ça permet aussi d'être dans le réel et non pas dans quelque chose d'un peu interprété et d'être fantasmé. Donc, parce que la plupart des gens qui battent avaient des usages plutôt occasionnels, et puis même ceux qui n'en avaient pas d'occasionnels, mais il y avait toutes sortes d'usages et était plutôt sur le côté très bénéfice. On se retrouve là, il y a la question aussi de la liberté qui était quand même très importante dans le monde actuel, encore plus qu'il y a 20 ans, 25 ans. Il y a quand même c'est des moments un peu particuliers, spécifiques, comme des temps un peu suspendus. La question aussi, tu parlais aussi, là on parlait de la sexualité, des produits qui peuvent permettre de se découvrir. Donc je travaille beaucoup sur le chemsex depuis maintenant quasiment 15 ans, donc je vois les côtés effectivement très compliqués du chemsex et toutes les conséquences qu'il peut y avoir, mais on voit aussi beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire des gens qui se sont assumés en tant que gays par exemple, parce que vu les produits qu'ils prenaient, ça leur a permis aussi. Donc il y a souvent des effets effectivement, des fois qui ne sont plus là, mais en tout cas qui l'ont été, et je suis d'accord sur la question du sens, et de redonner du sens à sa consommation, et même quand ça dérape, c'est très important. Ça permet vraiment de retrouver. Moi, je trouve que dans le travail thérapeutique, c'est la base en fait. Donc, c'est la question effectivement, je notais de trouver les limites de ce que le produit peut apporter. Et là, on arrive forcément sur une limite majeure. C'est la question de la tolérance et de l'accoutumance. C'est quand même des produits psychoactifs. Puis même si quand c'est pas un produit, même le jeu a cet effet-là. C'est-à-dire qu'on sait sur le niveau du cerveau, à force de jouer, le thrill que vous avez quand vous jouez à la roulette russe, si vous le refaites toutes les semaines ou tous les jours, ça n'a plus le même effet. Donc il faut toujours miser encore plus et plus. Donc cet effet-là, effectivement, quand on arrive à le repérer, alors s'il y a l'addiction, c'est plus compliqué pour espacer, on va dire, entre guillemets, les prix, aller moins souvent au casino mais ça fait partie notamment de la question de la RDR. Donc, dans les consultes, c'est vrai que quand je suis arrivée là, on me dit, t'écoutes les usagers, c'est eux qui vont t'apprendre. C'est avec eux que tu vas apprendre. Je reviens sur l'idée du chemsex. C'est vrai que ça faisait déjà quelques temps que j'étais à Marmottan, donc oui, on a certaines habitudes avec certains usagers. Là, ils sont arrivés, les premiers. Moi, je prenais, mis à part l'usage de psychostimulants qu'on connaissait assez bien, et les injections, franchement, la façon dont c'était pris, etc., je ne connaissais pas. Donc, on écoute les gens avec de l'ouverture et sans jugement. Et c'est vrai que ça permet, là aussi, encore une fois, c'est quoi les bénéfices?
Et là, moi, j'ai compris, ça paraît peut-être un peu idiot, hein, mais la problématique autour de l'homophobie, plein de problématiques liées aussi à la communauté, qui permet, en comprenant ça, pouvoir travailler sur d'autres choses. Donc, la prise en charge, elle n'est pas juste, évidemment, médicale, elle est beaucoup plus large que ça, et psychique, etc., mais elle est aussi sociétale, et ça aussi nous échappe. C'est pour ça que c'est une question, la question des consommations, elle est quand même très sociétale aussi. Hein. Je pense que ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, je sais pas, non, je n'ai pas du tout fini. Les premières questions, effectivement, c'est quoi vos les premières envies que vous avez eues. Donc, c'est le plaisir, c'est l'hédonisme, c'est les sensations, c'est gérer vos émotions, pouvoir peut-être tout ce que vous avez dit, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens ont consommé, et surtout la curiosité aussi, la créativité. Moi, c'est des choses qui reviennent quand même assez souvent. Il y a d'ailleurs des fois une certaine difficulté à retrouver la créativité quand on ne consomme plus, alors que la consommation en tant que telle paraît pas si compliquée et avec beaucoup d'effets négatifs. Voilà. Alors moi, encore une fois, que ça pas, hein, je vois un peu biaisé, puisque je vois des gens qui sont qui ont déjà des problèmes, ou qui viennent en tout cas, qui s'interrogent. Ils ne sont pas tous addicts, parce qu'on reçoit pas mal de jeunes de 17, 18, 19, 20 ans, donc il y en a un certain nombre d'entre eux, ils sont plus dans des usages plutôt que eux estiment à risque, pour ça qu'ils viennent, plus que addictifs. Et c'est intéressant d'ailleurs de rencontrer les gens à ce moment-là, en tout cas c'est des fois plus bien, puis ils viennent beaucoup moins longtemps que ceux qui arrivent un peu plus tard. Alors oui, je parlais donc je ne vais pas me répéter. Ouais, la conscientisation de ces recherches, en fait, ce qui est très important. Et pour revenir aussi sur le milieu de la teuf, je pensais qu'avec tous ces côtés artistiques aussi de la fête, que ce soit de la danse, que ce soit de la déco, que ce soit les artistes vivants, il y a une forme de sublimation dans ce lieu-là. Et il y avait aussi quelque chose qui m'interpellait beaucoup, c'était je ne sais pas si vous connaissez la TAS, c'est développé par Akimbe, et c'est vrai que ces espaces-là, c'est typiquement des zones d'autonomie temporaire. Et franchement, quand vous êtes jeune adulte et que vous arrivez dans la vie avec plein de contraintes, et vous avez ces espaces-là, et même plus âgés, ça peut toujours être aussi agréable, ces espaces. Après, il y a des gens qui prennent le choix de vivre plus comme ça, et il y en a qui le vivent très bien. Alors c'est vrai que les produits sont quand même puissants. Ils peuvent amener donc à beaucoup de plaisir, à la communion, à tout ce l'évasion. Parfois il y a un risque addictif, parfois des risques psychiques. Hein. Le LSD, c'est formidable, mais c'est vrai que si vous êtes un peu fragile, si vous en prenez un peu trop souvent, les psychiatres, c'est vrai qu'il peut arriver. On a vu le bad trip qui peut des fois arriver sur une décompensation aussi. C'est des choses qu'on a vues. Je me souviens aussi plutôt sur les questions de dépression pour les gens qui vont prendre tous les week-ends des extasies par exemple, ou du MDMA. C'est sûr qu'au bout d'un moment, votre cerveau ne produit plus la sérotonine qu'il faut. Donc ça donne des choses pour pouvoir faire de la réduction des risques. Et cette réduction des risques elle est là pour éviter de prendre des risques, mais aussi pour pouvoir peut-être continuer à consommer de manière sans danger, ou en tout cas avec le moins de danger possible. Voilà. Alors, chez les personnes, nous voyons évidemment une évolution des pratiques, une évolution aussi des produits dans tous ces milieux. On voit bien, là, aujourd'hui, les NPS, par exemple. Je reprends cet exemple de la teuf, où, par exemple, la kétamine était quand même quasiment que dans ce milieu, et de manière assez intermittente, sauf en Angleterre. Donc, on voyait des usages. Les gens, ils voulaient voyager, d'autres voulaient pour danser. Et on voit aujourd'hui, là, depuis quelques 3-4 ans, quand même, une offre qui est quand même assez pléthore de kétamine, c'est très facile d'en avoir. Et donc, on voit arriver des conséquences qu'on voyait très rarement il y a 20 ans, sur notamment la vessie, par exemple. C'est des choses, des conséquences très directes. Donc on voit que en fonction des années, du temps, les choses peuvent évoluer. C'est sûr que quelqu'un qui boit régulièrement, mais tout le monde, c'est pas toujours un problème pour tout le monde de boire de l'alcool, heureusement. Mais c'est vrai que si vous buvez très régulièrement pendant des années, il est possible que vous ayez des troubles cognitifs, que les troubles neurotoxiques, c'est quand même neurotoxique, par exemple. Voilà, il y a des choses comme ça qui... Donc l'information, la RDR, c'est à ça aussi que ça peut servir. Je sais pas Alors, reparler aussi de la limite. Donc il y a des bénéfices que les gens ressentent, mais il y a aussi comment ces bénéfices peuvent être limités. Donc je parlais par exemple, l'héroïne qui a calmé ou qui fait du bien pendant quelques années, ça fonctionne plus. La kétamine qui fait voyager, au bout d'un moment, la tolérance fait qu'on voyage plus. La cocaïne ou le cannabis qui vous permet d'être un peu euphorique quand vous sortez en soirée, ça peut ne plus marcher. Ou celui qui calme aussi pour la TDAH. Les TSO aussi, je fais un peu exprès parce que on prescrit des TSO, on suit des personnes qui sont des TSO.
Moi, j'ai même écrit un article il y a très longtemps sur l'arrêt de la substitution. C'est des choses qui ne sont pas séparées, ces choses, moi, je trouve, qui ne sont pas assez enseignées. On parlait d'acculturation enfin, même de formation. Les TSO, ça peut être à vie, mais ça peut aussi être un temps, juste un outil à un moment dans la vie des gens, où les bénéfices liés au TSO, ils ne sont plus présents. Quand on voit, en tout cas, moi je m'interroge quand je vois des personnes qui prennent de la cocaïne, notamment en injection, et qui sont sous 100 mg de méthadone, il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Et c'est des choses qui existent vraiment. Enfin, on a pas mal d'usagers qui ont fumé du crack tous les jours. Il y a quelque chose qui interroge, en tout cas, sur la place... donc voilà, produits illégaux ou médicaments, tout peut s'interroger. D'ailleurs, ce qu'on se disait, hein, les Anglais, ils disent drugs, ils disent pas drogue et médicaments. Et je trouve que c'est aussi un concept qui est quand même intéressant. Alors, donc oui, pour la conclusion, j'arrive à la conclusion. Donc la question en tout cas du bénéfice et la fonction du produit, pour moi c'est une base dans le suivi et dans la clinique, indispensable, donc qui permet, on risque de me répéter, de comprendre le désir des usagers, comprendre aussi leur fonctionnement psychique. Je repensais aussi à je crois qu'elle est psychanalyste, psychiatre, je sais plus, Joyce McDougall, qui avait écrit sur la solution addictive. C'est-à-dire qu'elle parle de l'usage de produits comme une solution et non pas comme un problème. Parce qu'en fait, à ce moment-là, des gens, effectivement, on parlait des émotions tout à l'heure, les émotions ne sont pas supportables. Et donc, elle a théorisé, mais en parlant de la pratique, évidemment, c'était quelqu'un qui recevait beaucoup de personnes addictes. C'est très intéressant de lire ce qu'elle a écrit là-dessus. Moi, je trouve que ce terme, la solution addictive, est quand même très parlante. Et puis, c'est comme ça fait un moment qu'elle a écrit ça. Hein, donc voilà, donc quand on a des personnes qui, en tout cas, sont dans la demande ou de moins consommer, voire d'arrêter, parce que c'est aussi ça que ça peut... C'est vrai que de comprendre ses bénéfices et tout ce qui est recherché, de conscientiser, comme tu disais, ça va aider. Donc, en tout cas, pour finir, moi, le principe de l'accompagnement, c'est la liberté de choix. Alors, je vais reparler encore de chose qu'on n'entend plus beaucoup, mais que j'avais entendu en arrivant à Marmottan, c'était la question de la notion de démocratie psychique dont Lievenstein avait parlé. Et cette liberté de choix ou de consommer, choix de ne pas consommer, et l'accompagnement, pour moi, il doit se faire de ce côté-là. En tout cas, ce sujet, le sujet des bénéfices, effectivement, il appartient aux usagers. Les accompagnants doivent s'appuyer sur ces ressentis d'expérience et donc s'acculturer avec ça, si ce n'est pas eux-mêmes, s'ils n'ont jamais... Après, je pense qu'il y a peu de médecins ou d'accompagnants qui n'ont jamais bu même un verre d'alcool. On n'a pas besoin d'avoir forcément pris tous les produits pour pouvoir... En tout cas, l'effet euphorisant d'un produit, l'effet qui vous donne envie d'en reprendre parce qu'un jour on va pas très bien, parce qu'un jour on est un peu triste, parce que je sais pas qui est parti ou qui est décédé. Donc on a tous une expérience de toute façon, quelle que soit. Il faut savoir se regarder aussi. Je pense que c'est important. Et je pense que chez les humains, il y a quand même plutôt une recherche d'être bien, même si encore une fois il y a des comportements autodestructeurs qui peuvent être associés, voire uniques. Mais ils ont plutôt, comme petit exemple, juste et je finirai là-dessus. Quand j'ai commencé à travailler sur les nouveaux produits de synthèse et le chemsex, je me souviens qu'il y avait des kétinones, c'était la méphédrone, après la 3-MMC, et puis est arrivé des mélanges, ça c'était en 2015, NRG2, NRG3, c'était avec de la MDPV, bon, vous allez me dire que c'était que des chiffres, mais c'était une forme de kétinone qui était plus psychotisante, qui amenait beaucoup plus de problématiques très dopaminergiques, et les gens vraiment ils pétaient les plombs. Enfin, ils arrivaient, je suis complètement parano, alors qu'avec la 3 ils n'étaient pas parano. Et de même, en fait, ces mélanges-là, l'NRG2, l'NRG3, ça a duré quelques mois et assez rapidement ça a disparu. Les gens ont arrêté d'en acheter. Et c'est comme l'histoire de la 3-CMC il n'y a pas si longtemps, notamment sur le chemsex. Ok, les gens au début ils en prenaient, et puis en fait, vraiment ils avaient des abcès au bras, ils avaient très mal au nez, ils étaient mal. La plupart des usagers, en fait, ils ne voulaient plus cette 3-CMC, d'où aussi encore une fois l'analyse de drogue, la réductionniste. Mais voilà, je pense qu'il faut entendre aussi ça de ce côté-là. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci Muriel pour ce témoignage clinique important. Est-ce que tu veux rebondir peut-être, Juste Pierre, un truc sur la différence entre bénéfice et fonction. Pour moi, c'est à peu près la même chose, sauf que, en tout cas, je suis aussi chef de service d'Inxapa. Il y a des usagers, notamment quand ils vont mal, qui ne veulent pas entendre parler de bénéfices.
tu leur parles de bénéfices, ils pètent un plomb en disant mais moi je vais mal, j'ai pas de bénéfices. Et parler de fonction, dans ces cas-là, bah, ça fait tout redescendre, puisque c'est beaucoup plus neutre. Mais pour moi, c'est bien la même chose, quoi. Enfin, même si au niveau politique, c'est pas la même chose, mais voilà, au niveau clinique, c'est la même chose. Parler aussi de clinique et de bénéfices, moi j'ai un exemple de ça, une personne qui est sous codéine depuis 20 ans, qui va très bien, prendre la codéine, y compris dans la journée, pour affronter la vie, mais elle vit sa vie. Puis son médecin part à la retraite. Elle arrive dans un XAPA. Le médecin ne l'écoute même pas. C'est bon XAPA. Le médecin ne l'écoute même pas. Ah, pour la codéine, on prescrit du Subutex. Sauf que codéine, Subutex, c'est pas du tout la même dynamique. Et du coup, la nana se met à déprimer, à pas du tout aller bien. Ah bah, du coup, ce que fait le médecin, il prescrit un antidépresseur. Voilà, et ça a continué comme ça jusqu'à qu'on ne la voit plus. Mais qu'est-ce qu'elle voulait en fait, la personne? C'est juste de la codéine. Et si on l'avait écouté, eh ben, tout aurait été bien, quoi. Voilà, mais pour ça, il aurait fallu que le médecin écoute sa pratique, écoute ses bénéfices avec la codéine. Voilà. Question. Oui, moi c'est plus une réflexion parce que vous avez évoqué les bénéfices sociétaux et je pense aussi que voilà, on a toujours ce prisme du risque individuel et collectif et que ce serait vraiment hyper intéressant de mener plus d'études sur la question du bénéfice individuel mais aussi collectif. Notamment, on parle souvent du coût des drogues en termes de perte de productivité, etc. Mais par exemple, on n'imagine pas, on n'analyse pas assez aussi l'apport des drogues en termes de productivité, notamment voilà, les benzos sur l'anxiété, etc., ou la cocaïne sur la performance. Donc je pense que ça, voilà, pour changer de paradigme, il faudrait aussi mener des études qui montrent les bénéfices, faire l'équivalent de l'étude de David Nutt sur risque individuel autrui, mais sur les bénéfices aussi. De prendre par exemple en automédication la cocaïne pour le TDAH et donc moins de risque d'impulsivité, d'agressivité, etc. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé là-dessus. Alors, sur drogue et travail, il y a pas mal de données déjà. Nous, on n'a pas travaillé sur ces questions-là, même si dans l'accord Check Now, on a quelques données, on va essayer d'approfondir ça et on aurait souhaité s'associer avec une sociologue, Gladys Luce, qui travaille sur les questions drogue et au travail. Et comment elle raconte un peu comment, finalement, la consommation de drogue ne doit pas être perçue comme un risque professionnel, mais plus comme un moyen de comprendre les conditions de travail. Et c'est un reflet en fait de conditions de travail parfois compliquées, difficiles, et l'usage vient en réponse à ce travail contraignant. Mais oui, il y a plein de choses à faire sur drogue et travail, et malheureusement, voilà, c'est très peu documenté. Donc voilà, on essaiera nous de nous pencher sur ces questions-là. Mais bien sûr, il y a plein de personnes qui prennent des drogues pour tenir au travail, quoi, et qui restent productives. Ouais, bien sûr. Oui, les liens sociaux, les drogues créatrices de liens sociaux, c'est pour ça, quoi. Et il y a d'ailleurs un lien, alors on n'a pas un lien de causalité avéré, mais en tout cas le Covid a montré que la perte des liens sociaux avait un impact majeur sur la santé mentale des personnes. Et en fait, depuis les derniers chiffres sur les consommations des jeunes, de drogue, la conso a diminué chez les jeunes, mais c'est pas pour autant que les jeunes vont bien en fait. Donc voilà, c'est complexe, mais la drogue souvent est plutôt associée à des liens sociaux en fait, souvent, et on oublie ces bénéfices-là, quoi. Merci pour ces présentations. Donc, à Chalamet, je travaille en détention. Donc, ça fait 2 ans que j'anime un atelier collectif pour les patients qui ont des problèmes d'addiction. Et comme j'ai une formation de TCC, thérapie cognitivo-comportementale, on utilise systématiquement la balance décisionnelle donc pour aborder les questions de bénéfices. Et c'est vrai qu'en détention, il y a beaucoup aussi la question d'inactivité, d'isolement, de faire passer du temps, en fait. En gros, il dit, voilà, je ne sais pas quoi faire, ça me fait comme ça oublier tout ça. Après, j'ai bien aimé quand vous dites que voilà, une consommation consciente, et de là de dire, voilà, c'est une solution, mais ce n'est pas l'unique solution. Voilà. J'ai d'autres façons de gérer les émotions.
j'ai d'autres façons de gérer mon sommeil. Mon sommeil, c'est pas que le produit, c'est aussi voilà, l'alimentation, l'exercice physique. C'est l'ensemble des choses. Et voilà, c'est vrai, c'est assez intéressant de dire, bah oui, c'est parce que ces bénéfices-là qu'ils consomment, mais focaliser trop sur comme solution unique, pour moi, c'est un risque en fait. Mais il ne faut pas oublier, oui, pour le patient, c'est une solution qu'il identifie. Et nous, qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre comme solution alternative que le patient accepte ou pas accepte pas, mais au moins une chance d'essayer d'autres solutions. Voilà, je voulais juste... Ouais, une chance. Il ne faut pas penser à la place des usagers non plus. Je veux dire, si ça marche pour eux de prendre des drogues pour dormir, qui on est pour leur dire qu'il ne faut pas prendre des drogues pour dormir? Tu vois, moi je me suis... parce qu'à nouveau, on est dans les drogues, c'est mal, ça va finir mal. Moi, c'est juste effectivement que moi je pars de ma place de quelqu'un qui travaille en XAPA, où les gens viennent de manière volontaire et ils viennent demander quelque chose, en tout cas, d'accompagner autrement. Parce qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné, en tout cas, ils n'arrivent plus comme ça. Mais sinon, effectivement, on ne va pas aller chercher les gens pour leur dire c'est mieux de faire comme ci, comme ça. Surtout que je suis médecin, je suis psychiatre, mais il faut quand même être très conscient quand même aussi des effets secondaires des médicaments, quoi. Il y a quand même un certain nombre de médicaments. Et moi, ce qui m'interroge aussi, c'est des fois le manque pas tous, mais des fois les traitements ne sont pas réinterrogés pendant des années. Donc, il y a des gens, ils ont des antidépresseurs, des neuroleptiques, tout ça sans interroger. Des fois, on reçoit des gens, je fais, ah oui, il y a 6 médicaments sur votre ordonnance, mais oula. Et en fait, on sait d'ailleurs plus qui fait quoi. Et avec des fois, on reprend du produit pour se réveiller parce qu'on est complètement assommé. Bon, donc on fait, comme je disais, drugs, quoi. C'est-à-dire que on peut les traiter sur les mêmes plans. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. On part toujours du patient, en fait. Effectivement, par exemple, pour le cas du sommeil, voilà, on ne va pas dire non, faut faire ci, faire ça. Je suis vraiment, c'est pas du tout le propos. C'est l'accompagnement, mais à partir du point de vue du patient, et c'est des bénéfices perçus. Donc ça, j'ai bien aimé perçus et pas, voilà, nous derrière, on peut pas dire je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est dans ce sens-là, en fait. Oui, mais c'est pour ça que je réagissais aussi, parce que sinon il y a un risque de supprimer les bénéfices de la personne avec sa drogue et de la remplacer par rien. Donc de le mettre beaucoup en difficulté, quoi. C'est pour ça qu'il faut écouter la personne, je pense. Et pour ça, c'est vrai que des fois on manque de moyens, et c'est aussi ça, moins il y a de personnes disponibles pour écouter les gens, pour les accompagner, et plus effectivement c'est compliqué quand on va dans certains endroits où les personnes sont vues en CMP tous les 2 mois, des fois, et c'est pas de la faute des psychiatres, en fait, il n'y a plus de, voilà, cette question-là, et dans certains XAPA, c'est pareil. Et c'est vrai que c'est plus difficile de pouvoir écouter les gens, quoi. Mais je pense qu'il faut essayer de se garder ce temps-là, parce que c'est Thank you for your presentation. Yeah. Merci de votre présentation. Alors, ce que nous trouvons et ceux qui nous aident, on demande aux personnes quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir, qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les obstacles qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Et on les aide à créer, à identifier ces obstacles au moyen d'une discussion. Les personnes viennent nous voir parce qu'ils ne peuvent plus gérer leur usage des drogues. Et parce que quand ils y arrivent, il y a d'autres choses qui se produisent. Lorsqu'ils n'y arrivent pas, donc ils veulent remettre certaines choses en place. Et donc, on va leur demander comment est-ce qu'on peut vous aider à restaurer les choses. On analyse les causes, les effets. Certaines choses doivent être minimisées, éliminées pour vous aider à atteindre les objectifs que vous désirez. Et souvent, ça va être l'utilisation des drogues, l'activité sexuelle avec le chemsex, par exemple. Donc, si on peut aider les personnes à minimiser l'usage des drogues pour qu'elles atteignent leurs objectifs, c'est génial parce qu'elles voient qu'elles peuvent réduire les obstacles et c'est ce à quoi nous attachons de travailler. Et donc, on met en place un plan de traitement dans les mains du
patient, on le négocie. Hein, donc, beaucoup de gens leur disent, voilà ce que vous devez faire. Non. Et donc, on sait que cette approche ne fonctionne pas. C'est pour ça que je suis ravie aussi que vous parliez de ça et que vous essayez de travailler avec le patient, autour du patient. Yeah. Peut-être comment on enclenche cette réflexion autour des bénéfices, comment on la met peut-être en action. Bon, nous, dans la recherche, évidemment, on a commencé à initier, enfin pas initier, parce qu'il y a déjà avant nous, évidemment, des chercheurs qui ont initié ces questions-là, mais peut-être aller ensemble vers des projets qui s'intéressent aux bénéfices, et pas seulement avec l'épidémio ou la socio. Ce serait bien que la pluridisciplinarité aussi s'empare de ce sujet. Donc, il me semble que l'autre atelier sur la santé addictologique, les addictologues sont en train de penser à des usages non problématiques chez des personnes ayant des troubles de l'usage. Donc voilà, ça émerge à différents endroits, sous différentes formes, mais c'est intéressant. Et j'ai proposé à Marc Auriacombe, qui au départ m'avait invité à participer à son atelier, mais il n'avait pas vu que j'avais le même atelier voilà, sur des questions assez similaires. Je lui ai proposé, après qu'on se retrouve et qu'on discute et qu'on débriefe sur ce qu'on avait pu se raconter aujourd'hui là. Donc voilà, moi, je pense que d'initier ces discussions dans la dictologie, à mon avis, c'est important. Dans l'éducation aussi aux personnes qui vont consommer ou qui consomment. Et ça a été la suggestion d'un collègue, Salim Mezache, là, qui, en voyant un peu les résultats de Julio sur les mises en lien entre complications, bénéfices et types de drogue, de présenter ça à des jeunes, en fait, de raconter, il y a des risques comme ça, on connaît très bien les moments de prévention dans les écoles où on présente tous les risques et complications des drogues, mais jamais en fait les bénéfices et ce que les personnes vont ressentir quand elles vont commencer à consommer. Et voilà, ça me semble pas inintéressant d'éduquer les enfants, les jeunes aussi, sur des réalités qu'elles vont vivre, voilà, sans évidemment être prosélyte sur l'usage, c'est pas du tout le propos. Surtout que les très jeunes, quand tu es adolescent, voire jeune adulte, la notion de risque, elle est quand même assez lointaine. Enfin, si tu prends des risques, mais tu ne te rends pas compte que tu es dans le risque. Et te parler du cancer que tu vas avoir ou de je ne sais pas quoi, c'est vrai que ça parle peu quand même. Il faut changer effectivement. Et ceux qui sont plutôt dans une dimension un peu de recherche de sensations, etc., que si tu leur montres les trucs là, avec les produits, hein, il y a quand même un tiers de la classe, il y a 20% qui vont dire moi j'ai envie d'essayer. Ça, c'est complètement. Enfin voilà, et les autres, enfin bon, je pense effectivement il faut refaire cette. Mais du coup, oui, c'est une vraie question parce que nous, en Belgique, il y a beaucoup d'appréhension des comités de parents, etc., d'aborder la question des drogues dans les écoles. Il y a tout comme la question de la santé sexuelle. Et donc, à quel point c'est acceptable, parce que ça arrange tout le monde en général qu'on aborde ça sous la notion de risque, parce que c'est le mandat souvent. Donc, je mais c'est pas la vérité. Le problème, c'est qu'on ne donne qu'une partie de la connaissance. Non, bien sûr, non, mais oui, je sais, mais on ne dit pas la vérité aux jeunes, donc. Comment après faire confiance dans la prévention qu'on va leur apporter, quoi. Et finalement, c'est complètement contre-productif, puisque la première chose qu'ils apprennent, les jeunes, c'est « Ah, on m'a menti ». Donc en fait, tout ce que on m'a dit sur les drogues, c'était de la merde. Et donc ils testent par eux. Ciao, Julio, à bientôt. Moi, Pierre, je faisais un lien avec ce que tu avais dit hier à l'atelier et qui, à mon sens, pas été rappelé ici. Tu parlais d'usage alternatif. Et je trouve que cette notion d'usage alternatif permet, que ce soit avec des mineurs ou globalement avec tout type de consommateurs, d'ouvrir un autre chemin qui soit un chemin assez large en définitive, qui permette à chacun de s'y retrouver et d'oser parler. Hier, c'était le postulat de sortir de la notion de mésusage et parler d'usage alternatif, mais je trouve que ça peut vraiment être quelque chose de très ouvert et qu'à partir de là, chacun puisse s'y retrouver. Moi, ça me parle en tout cas. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que parler de mésusage, ça veut dire qu'il n'y a pas de bénéfice, il faut l'éradiquer. Alors qu'en fait, si les personnes, message de TSO, on parle, si personne utilisent un TSO de manière alternative, c'est qu'ils y trouvent des bénéfices. Et donc, parler d'usage alternatif de TSO, ça permet aussi qu'ils retrouvent les bénéfices. Et il y en a, de toute façon, parce que, en gros, même s'ils s'injectent ou ils sniffent
le Subutex ou la méthadone, eh ben, ils ne courent pas après les dealers, ils ne dépensent pas leur temps. Enfin, je veux dire, ils ont accès au système de soins. Je veux dire, donc, il y a quand même beaucoup de bénéfices aussi à utiliser alternativement son TSO. Mais sauf qu'on dit mésusage, on perd tout ça. Et on perd le sens, encore une fois, de son usage. Donc c'est tout à fait ça. Question. Fabrice. Oui, ce n'est pas une question, c'est juste un rappel. Donc oui, je fais partie de Technoplus. C'est aussi rappeler que quand même, Technoplus, entre 2003 et 2005, a eu un procès pour facilitation à l'usage de drogue, parce que nos flyers présentaient justement les bénéfices des usages, donc les effets attendus par les personnes. Donc je pense que ça a mis quand même un coup de frein aussi à parler des bénéfices voilà, dans la RDR, à prendre des pincettes, même si le décret après a été assez clair et que ça a été une longue négociation pour faire en sorte que les acteurs ne puissent plus être inquiétés par ce procès. Mais néanmoins, je pense que ça a été aussi intégré de dire attention quand même, on nous autorise à faire de la RDR, mais parler trop des bénéfices, ça ne le fait pas. Et c'est vrai que c'est intéressant l'exercice de penser les usages non problématiques. Et en même temps, moi, venant du festif et ce que fait Technoplus, on est baigné dans un univers où il n'y a que des bénéfices. Les gens font la fête, ils s'éclatent, ils rencontrent des gens, ils font il y a tout un tas d'expériences sociales qui sont là-dedans. Nos flyers parlent de ça et ils sont utilisés au-delà de ce cadre communautaire dans lequel ils ont été conçus et pensés pour des personnes en particulier. Mais nos flyers, ils se retrouvent maintenant dans des auto-écoles, des infirmeries scolaires, des choses comme ça, et avec toujours ce même retour de eh ben, en fait, le discours colle à justement ce qui n'est pas moralisateur et ça parle aux gens concernés parce qu'ils retrouvent les effets attendus et recherchés et du coup, ça rend le discours crédible aussi sur les drogues. Donc voilà. Donc à la fois, j'ai l'impression que parler des bénéfices, c'est justement tout l'apport de la RDR, ça a été de donner des informations objectives et voilà, se rendre compte que finalement, on a peu de données pour montrer que cet apport. Voilà, et je me demande, voilà, et peut-être il y a une question en discutant de ça, c'est finalement à quel moment on mesure l'impact de la RDR sur la maîtrise, etc. Enfin, ça, c'est l'éternelle question de comment on mesure vraiment l'impact des politiques, de cette politique-là. Et aujourd'hui, en réduction des risques, en milieu festif, nos actions sont moins en moins financées, avec clairement les ARS qui nous disent aujourd'hui, il n'y a pas de données probantes sur l'action en milieu festif telle qu'elle est faite, qui est pourtant une forme d'éducation aux drogues qui est faite parce qu'on s'adresse à des publics jeunes, souvent dans des usages voilà, de novices dans un parcours de vie. Et ça, ce n'est pas évalué comme étant quelque chose qui permet de mieux gérer les drogues. Et après, juste une ressource que je vous cite, que j'aime bien, mais peut-être qu'il y en a une plus actuelle, mais c'est Alain Roy, un Québécois, qui a écrit un manuel scolaire qui s'appelle « Exploration drogue, premier contact », où il imagine les drogues comme une discipline scolaire et il plaide pour une forme d'éducation nationale aux drogues. Et donc, on commence par le système nerveux central, la caféine, le tabac, les médicaments. Enfin, il y a chaque chapitre voilà, avec des exercices. Et ça parle du coup des bénéfices que peuvent trouver les jeunes. Ça s'adresse aux collégiens, ce manuel. Voilà. Merci Fabrice. Merci beaucoup. Nick, tu voulais... Nicolas. Oui, merci. Juste, je voudrais rebondir un peu sur certaines de ces pensées. On peut être très critique d'une approche qui n'a regardé que les dommages. Et vous pouvez voir les défis liés à la promotion d'une échelle qui puisse être utilisée largement, qui ne regarde que les bénéfices. Est-ce que vous avez envisagé d'intégrer une échelle ou une mesure, un outil qui serait orienté sur les conséquences, les impacts de l'usage des substances? Donc, ça associerait la possibilité d'évaluer le positif avec aussi ce qui n'est pas aussi bien. Et ensuite, ça serait peut-être utile de toute manière pour un individu parce que tout usage de substances a des bons côtés et de mauvais côtés. Je crois que c'est myopique de penser que ça puisse être seulement bon ou seulement mauvais. Donc, intégrant le bien et le mal, ça permet que cela devient plus instructif pour l'individu. Où est maintenant, il peut regarder où en est son usage de substances.
C'est aussi important de regarder le fait de lier cela à une temporalité qui vous permet ensuite de faire des analyses de sensibilité au changement. Si les choses changent dans votre vie, vous allez commencer une réduction des risques. Le Covid peut arriver et avoir une pénurie de substances. Donc, vous pouvez utiliser cet outil pour mesurer le changement. Ça permet de regarder l'impact d'une intervention, d'une loi qui peut changer dans la société. Donc, c'est votre capacité de regarder l'impact de la politique ou des interventions sur les substances du point de vue de ce qui est bien et comme de ce qui est mal. Voilà quelques pensées. La sensibilité au changement, c'est très important pour les métriques, pour la mesure, pour pouvoir voir si les choses changent. Est-ce qu'on collecte ça? Est-ce qu'on recueille cette information? On peut reconnaître que quelque chose peut augmenter les bonnes choses, mais aussi des choses qui peuvent arriver qui augmentent les mauvaises choses, ou vice-versa. Fabienne qui a développé dans son sapin le carnet de consommation. Je pense que ça répond à peu près à la question, c'est-à-dire que c'est un carnet de consommation où, dans le temps, tu vas noter tes consommations, comment elles agissent, quels sont les effets, quel est est-ce que tu le prends mal ou tu le prends bien. Je pense que c'est un bon outil pour parler de bénéfices-risques. Et là, l'idée, ce serait d'ajouter une échelle de mesure qu'on pourrait associer à nos projets et sur un temps long, pouvoir mesurer en fonction des variables structurelles. Qu'est-ce qui fait que l'effet de la conso va changer sur les personnes? Et si on regarde tous les questionnaires sur les dommages qui existent, ils ont toujours les mêmes items, ils mesurent la même chose. Et c'est toujours les mêmes types de dommages. C'est facile de trouver une liste de dommages. Ça a été fait plusieurs fois. Donc, si vous allez chercher votre questionnaire de problème d'usage de cannabis ou problème d'usage d'héroïne, il y a beaucoup de questionnaires. Et quand on les regarde, ils posent tous plus ou moins les mêmes questions. Donc, ce ne serait pas difficile de trouver quelque chose avec un équilibre. Ah, on va y travailler. Voilà, travaillons là-dessus. Donc moi, c'est Nicolas, je serais plutôt un usager. Quand je vous entends parler, on a l'impression, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je le conseille, d'entendre Henri Michaud et l'Infini Turbulent. Ça vous dit rien? Non. Donc l'Infini Turbulent, c'est magnifique. Et il écrit les doses de mescaline sur la marge de gauche qu'il prend. Et à droite, il raconte son expérience. Et bon, à part parler de Baudelaire, etc. Mais comment est-ce que vous expliquez dans un pays comme la France, qui a une culture de la drogue, que ce soit le hashish, l'opium, etc., il y ait aussi peu d'objectivité et autant de politique, entre guillemets, et réactionnaire, plutôt qu'une gestion objective que vous avez l'air d'avoir? Alors là, c'est une bonne question. Moi, je ne sais pas si c'est l'influence de Descartes ou d'une mauvaise explication ou une mauvaise interprétation de Descartes avec ce côté raisonnable qu'il faudrait de la raison. Moi, j'ai l'impression effectivement que dans les pays anglo-saxons, alors je ne suis pas anglo-saxonne, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de pragmatisme. C'est-à-dire que les choses, on ne les fait pas forcément parce qu'on trouve... Enfin, peut-être que... Non. En tout cas, plus en tout cas, ils n'ont pas d'a priori. En tout cas, plus qu'en France, il me semble. Et qu'en France, quand vous parlez... quand vous parlez dès que ça sort un peu de la raison, que vous avez l'esprit qui va... Si vous voulez parler des faits, je sais pas moi, spirituels, des psychédéliques... Enfin, un exemple typique, on commence à voir, à pointer des traitements par les psychédéliques. Alors, j'ai pas la eskétamine, par exemple, qui est un psychédélique un peu atypique, mais qui en est quand même un, il est donné pour la dépression résistante dans certains hôpitaux. Alors moi, j'ai 2 personnes que je suis au XABA, à Aix, qui ont ça comme traitement dans un autre hôpital, puisque moi, je ne peux pas le donner. Et en fait, on leur donne la eskétamine, on leur dit de se reposer dans un coin, dans un couloir, près de la kétamine, quand même, ça fait un peu voyager, ça vous amène un peu ailleurs. Au-delà de l'effet neurobiochimique, évidemment, mais il y a quand même un autre effet. Il n'est pas du tout abordé, cet effet. C'est comme si ça n'existait pas. Donc lui, il vient me voir le lendemain. Donc on a prévu les entretiens le lendemain de ces sessions pour qu'il puisse me parler de ce qu'il ressent, de faire un échange avec...
Et donc là, typiquement, voilà, ils veulent pas. Il y a quelque chose qui est même nié, quoi. Donc Henri Michaud et ses voyages psychédéliques, c'est. Mais alors, je sais pas effectivement. J'ai l'impression quand même en Angleterre, c'est pays anglo-saxon. Je sais pas, il y avait dans les. Moi, je suivais avant maps.org et où il y a quand même assez longtemps qui parle de. Enfin, les psychiatres, enfin, il y a longtemps, dans les années 60-70, ont beaucoup écrit sur les effets psychédéliques des produits, quoi. Parce qu'en France, c'est quasiment. N'existe pas, quoi. Enfin, ça existe, mais c'est très, très confidentiel. Merci en tout cas pour les questions ouvertes, sans réponse. Ouais. Merci. J'écoutais la description du fait que vous parliez aux patients sur les effets des substances. J'étais fasciné et je pense que vous l'avez bien résumé en disant que vous arrivez avec l'esprit très ouvert sur ce que vous demandez, les questions que vous posez. Mais en fait, le système d'éducation médicale, et c'est peut-être pareil un peu pour les infirmières et pour la psychologie, enseigne le contraire par rapport aux substances. Ça élimine les gens avec l'esprit ouvert. Ils finissent pas par étudier l'addiction et la médecine. Et quand on forme les médecins pour être des spécialistes d'addiction, il y a quelque chose ils sont obligés de désapprendre les préjugés qu'ils ont. Est-ce que vous avez des idées sur la façon de mieux faire cette formation, cette éducation? J'ai la réponse. Est-ce que les gens se rappellent le film Serpico avec Al Pacino? Vous vous rappelez Serpico? Il est flic caché à New York et il trouve la corruption policière, les ripoux. Mais au début de la formation policière, une des choses qu'ils font pour les jeunes policiers, ils les amènent et ils leur donnent un joint de marijuana comme flic. Donc chacun doit fumer un joint de marijuana et ça fait partie de leur éducation policière. C'est peut-être une chose qu'il faudrait envisager. C'est comme ça que l'éducation médicale, il faut avoir au moins une dose d'opium, une dose d'héroïne, une dose de LSD, une dose de cannabis. Une dose ne suffit pas, mais c'est un point de départ. Une dose n'est jamais suffisante. Et vous pensez que les anglo-saxons ont des bonnes politiques sur les substances? Je crois que les politiques sur les substances sont la merde partout, mais l'herbe est plus verte de l'autre côté. Je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'expérience de psychédéliques dans certains pays. Mais ce n'est pas du point de vue de la politique. Ça, cette question du coup en médecine en Belgique. Et je ne pense pas que tous les étudiants en médecine ont forcément ces représentations-là d'emblée. C'est le cursus en médecine qui forge progressivement ces représentations et cette approche. Et donc le problème, c'est d'aller toucher le top et la formation et les enseignants. Et donc en effet, il faut... Voilà, c'est un travail complexe, mais c'est à la fois sur le cursus formel, le cursus informel, le cursus caché. C'est là-dessus qu'il faut aller travailler. Mais donc voilà, il y a encore du boulot, mais il faut aller bouger au sommet. Moi, juste de manière assez simple, il y a des... Assez simplement, on a des... hospitaliers, donc qui dépendent d'un hôpital psychiatrique. Du coup, on a des internes en psychiatrie. Et il y en a quelques-uns qui passent juste pour faire un semestre d'addictologie pour voir à quoi ça ressemble. Et en fait, il y a un certain nombre, donc on est assez fiers au XAPA, enfin toute l'équipe, qui finalement se disent ah ben tiens c'est pas mal, tiens c'est pas du tout. Enfin, effectivement ils avaient une image de l'addiction, de l'addictologie qui était vraiment très, comme vous dites, assez fermée. Mais ouais, je suis d'accord qu'il faut
Bon, puis les générations changent un peu, mais effectivement, il y a quand même du boulot au niveau de la formation. Moi, à l'époque où j'ai fait interne, je sais pas, j'ai eu une journée de même pas. Il y a deux pages sur les addictions, les usages, tout ça, même sans parler d'addiction. C'est vrai qu'on est mal parti, parce que l'Académie de médecine ne connaît pas encore les TSO. L'Académie de médecine. Donc, ça veut dire que pour eux, les TSO, c'est pour quelques personnes, c'est pour l'arrêter. Donc, on en est très très loin de dire que fait-on des personnes usagères. On est très loin. Après, sans vouloir leur trouver des excuses, c'est quand même extrêmement exigeant. La recherche fait partie de la maladie. Pour les corps soignants, j'imagine que... Oui, c'est des fois fatigant. Et tout ça, c'est fondé sur le bullshit de l'addiction maladie, quoi, qui n'existe pas. Donc, quand même. En plus. Merci beaucoup pour tous ces échanges-là qui nous confortent dans l'idée de poursuivre notre route vers les bénéfices. Merci à tous et toutes pour votre attention et bon retour à vous, voilà, si vous avez des longues routes aussi.